On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, chers collègues, il y a 70 ans, une génération antérieure de l'humanité a lutté de façon héroïque et a obtenu la victoire du monde antifasciste à la fin de la guerre. Et cela a fermé une triste page de l'histoire de l'humanité. Cette victoire a été obtenue de haute lutte. Il y a 70 ans, des générations antérieures de l'humanité ont créé l'ONU avec une vision d'avenir et perspicacité. L'ONU étant l'organisation internationale la plus représentative, et l'ONU porte les espoirs de l'humanité pour un avenir meilleur. Cela a permis une ère nouvelle de coopération. C'était une initiative historique jamais entreprise auparavant. Il y a 70 ans, une génération antérieure de l'humanité a utilisé sa sagesse et a adopté la Charte des Nations Unies, jetant les fondements de l'ordre international contemporain et établissant les principes fondamentaux des relations internationales contemporaines. C'était une réalisation d'un impact considérable. Monsieur le Président, chers collègues, le 3 septembre, le peuple chinois, aux côtés des autres peuples du monde, a célébré le 70e anniversaire de la victoire du peuple chinois contre l'agression japonaise et aussi la victoire contre le fascisme dans le monde. En Chine, c'était le principal théâtre d'opération en Orient et la Chine a connu 35 millions de victimes, un sacrifice dans la lutte contre le militarisme japonais. Cela a permis à la Chine de se sauver elle-même, sauver son peuple de l'asservissement. La Chine a fortement appuyé la lutte contre les forces d'agression en Europe et dans le Pacifique. Et ainsi, la Chine a apporté des contributions historiques à la victoire du monde antifasciste. L'histoire constitue un miroir. Ce n'est qu'en tirant les enseignements de l'histoire que le monde pourra éviter de répéter les calamités du passé. Il faut examiner l'histoire avec une forte conscience humaine. Le passé ne peut pas être modifié, mais l'avenir peut être façonné. En gardant l'histoire à l'esprit, il ne s'agit pas de perpétuer la haine. Au contraire, il ne faut pas que l'humanité oublie les enseignements tirés de l'histoire. Se souvenir de l'histoire, ça ne veut pas dire être obsédé par le passé, mais le but, c'est de créer un avenir meilleur et de transmettre le flambeau de la paix d'une génération à l'autre. Chers collègues, l'ONU a résisté à l'épreuve du temps au cours des 7 dernières décennies. Des efforts ont été faits par tous les pays pour défendre la paix, édifier des patries et rechercher la coopération. Ayant atteint un nouveau point dans l'histoire, l'ONU doit traiter une question fondamentale. Comment mieux promouvoir la paix et le développement dans le monde au XXIe siècle? Le monde connaît un processus historique d'évolution accélérée. La paix, le développement et le progrès seront suffisamment forts pour l'emporter sur la guerre, la pauvreté et l'arriération. Le mouvement vers un monde multipolaire et l'apparition de marchés nouveaux et des pays nouvellement développés sont devenus une tendance irrésistible de l'histoire. La mondialisation économique et l'avènement de l'ère de l'information ont favorisé les forces sociales productives qui ont créé des possibilités sans précédent de développement, mais cela a suscité de nouvelles menaces, de nouveaux défis que nous devons relever avec détermination. Comme le dit un dicton chinois, le plus grand idéaliste crée un monde partagé par tous. La paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté
sont les points communs de l'humanité et les nobles objectifs de l'ONU. Cependant, ces buts sont loin d'être atteints et nous devons poursuivre nos efforts pour atteindre ces objectifs. Dans le monde contemporain, tous les pays sont interdépendants et ont un avenir commun. Nous devons renouveler notre engagement en faveur des buts et principes de la Charte des Nations Unies et instaurer de nouvelles relations internationales avec une coopération où l'on gagne sur tous les tableaux et aussi créer une communauté pour un avenir partagé par toute l'humanité. Pour atteindre ce but, nous devons déployer les efforts suivants. Nous devrions mettre en place des partenariats permettant aux pays de traiter les uns avec les autres sur un pied d'égalité pour avoir une meilleure compréhension. L'égalité souveraine est un principe fondamental de la Charte des Nations Unies. L'avenir des peuples doit être façonné par tous les pays. Tous les pays sont égaux. Les grands pays, les pays puissants, ne devraient pas intimider les pays plus petits et plus faibles. Le principe de la souveraineté signifie que non seulement la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays sont inviolables et que les affaires intérieures ne doivent pas faire l'objet d'ingérence, mais en plus cela signifie que tous les pays doivent choisir indépendamment des systèmes sociaux et des voies de développement, et ces principes doivent être respectés. Tous les pays essaient de promouvoir le développement socio-économique et améliorer les conditions de vie des populations, et tous ces efforts doivent être respectés. Nous devrions être attachés au multilatéralisme et rejeter l'unilatéralisme. Nous devrions adopter une nouvelle vision d'avenir pour rechercher des résultats gagnants-gagnants, et nous devons rejeter les états d'esprit anciens qui font que le vainqueur emporte toute la mise ou que l'on ne peut avoir de bons résultats que si autrui en a de mauvais. Cela doit devenir un moyen important d'exercer la gouvernance internationale contemporaine. On doit régler les différends grâce au dialogue et la consultation. Nous devrions forger un partenariat mondial au niveau international et régional et adopter une approche nouvelle pour ce qui est des relations entre États, caractérisées par le dialogue plutôt que l'affrontement. Il faut rechercher les partenariats plutôt que des alliances. Les grands pays devraient appliquer les principes d'absence de conflit, pas d'affrontement, le respect mutuel et la coopération où on gagne sur tous les tableaux. Pour les relations entre les pays, les grands pays devraient traiter les petits pays en tant qu'égaux et devraient adopter une approche positive à l'égard de la justice en faisant en sorte qu'on privilégie la justice par rapport aux intérêts particuliers. Nous devrions mettre en place une architecture sécuritaire caractérisée par les contributions collectives, l'équité, la justice et les bénéfices, les avantages partagés. À l'ère de la mondialisation économique, la sécurité de tous les pays est interdépendante. Il y a des impacts sur les uns et sur les autres. Aucun pays ne peut maintenir la sécurité absolue grâce à ses propres efforts uniquement. Aucun pays ne peut réaliser la stabilité aux dépens de l'instabilité dans d'autres pays. La loi de la jungle fait que les faibles sont à la merci des forts. Ce n'est pas ainsi que les pays doivent exercer leurs relations. Ceux qui utilisent la force s'apercevront qu'ils ne font que se tirer une balle dans le pied. Nous devrions abandonner la mentalité de la guerre froide dans toutes ces manifestations et promouvoir une vision d'avenir nouvelle caractérisée par la coopération et la sécurité durable. Nous devrions privilégier le rôle central de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin au conflit et pour maintenir la paix, ainsi que rechercher des solutions pacifiques aux différends grâce à des accords et prendre aussi des mesures obligatoires pour transformer l'hostilité en amitié.
La coopération internationale devrait être promue sur les plans socio-économiques. Il faut adopter une approche globale pour faire face aux menaces traditionnelles ou non traditionnelles en matière de sécurité pour empêcher les conflits d'éclater. Il faut promouvoir un développement ouvert, novateur et inclusif dont tout à chacun peut bénéficier. La crise financière internationale de 2008 nous a appris que permettre aux capitaux de rechercher les profits aveuglément ne peut que susciter une crise. Et la prospérité mondiale ne peut pas se fonder sur un marché qui n'a pas de contraintes morales, car ce sont des fondations branlantes. Le fossé entre riches et pauvres n'est pas viable et en plus il est injuste. Il est important pour nous d'utiliser la main invisible, mais aussi les mains visibles pour forger des synergies entre les forces du marché et les fonctions de l'État, le but étant de parvenir à l'efficacité et à l'équité. Le développement n'a de sens que lorsqu'il est inclusif et durable. Pour atteindre le développement durable, il faut un esprit d'ouverture, une aide mutuelle et une coopération dite gagnant-gagnant. Dans le monde contemporain, presque 800 millions de personnes continuent de vivre dans la misère. Presque 6 millions d'enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans, 6 millions par an, et 60 millions d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Le sommet sur les ODD a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous devons traduire nos engagements en mesures concrètes et travailler ensemble pour que personne ne connaisse le besoin, que tout un chacun a accès au développement et vit dans la dignité. Nous devrions augmenter les échanges entre civilisations pour promouvoir l'harmonie, l'inclusion et le respect des différences. Le monde est enrichi par sa diversité culturelle. La diversité permet d'augmenter les échanges favorisent l'intégration et l'intégration rend les progrès possibles. Au cours de leurs interactions, les civilisations doivent accepter leurs différences. Ce n'est que grâce au respect mutuel, l'apprentissage mutuel et la coexistence harmonieuse, ce n'est qu'ainsi que le monde pourra maintenir sa diversité et prospérer. Chaque civilisation a une vision d'avenir unique et correspond aux contributions de son peuple. Aucune civilisation n'est supérieure aux autres. Différentes civilisations devraient avoir des dialogues et des échanges au lieu d'essayer de s'exclure mutuellement ou de se remplacer mutuellement. L'histoire de l'humanité constitue un processus d'échange actif, d'interaction et d'intégration entre différentes civilisations. Nous devrions respecter toutes les civilisations et nous devons tous nous traiter en tant qu'égaux. Nous devons favoriser le développement créatif des civilisations humaines en s'entraidant les uns les autres. Nous devrions mettre en place un écosystème qui favorise le développement écologique et la protection de la terre, notre mère à tous. L'humanité peut essayer d'utiliser la nature et même la transformer, mais les êtres humains font partie de la nature. Nous devons bien soigner et protéger la nature et ne pas considérer que l'être humain est supérieur à la nature. Nous devons concilier le développement industriel et la protection de la nature. Et nous devons rechercher l'harmonie entre l'humanité et la nature pour parvenir au développement durable de la planète et le développement global de l'homme.
un environnement fort et vital pour l'avenir de l'humanité. Tous les membres de la communauté internationale devraient conjuguer leurs efforts pour avoir un éco-environnement mondial solide et sain. Nous devons respecter la nature, respecter les voies et méthodes de la nature et la protéger. Nous devons rechercher une économie verte à faible teneur en carbone et un développement tous azimuts. La Chine assumera sa part des responsabilités. La Chine continuera de jouer son rôle pour cette entreprise commune. Nous exhortons les pays développés à assumer leurs responsabilités historiques, à respecter leurs engagements en matière de réduction d'émissions et aider les pays en développement à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter. Monsieur le Président, chers collègues, les 1,3 milliard de Chinois s'efforcent de réaliser le rêve chinois de grand renouveau national. Le rêve du peuple chinois est étroitement lié au rêve d'autres peuples du monde. Nous ne pouvons pas réaliser le rêve chinois sans un environnement international pacifique, un ordre international stable et sans la compréhension, l'appui et l'aide du reste du monde. La réalisation du rêve chinois apportera davantage de possibilités à d'autres pays et contribuera à la paix et au développement dans le monde. La Chine continuera de participer à la consolidation de la paix dans le monde. Nous sommes attachés au développement pacifique, quelle que soit l'évolution du paysage international et quelle que soit la puissance future de la Chine ne va jamais rechercher l'expansion. La Chine ne va jamais rechercher de sphère d'influence. La Chine continuera d'apporter des contributions au développement mondial. Nous continuerons de rechercher le développement commun, une stratégie où on gagne sur tous les tableaux grâce à l'ouverture. Nous sommes prêts à mettre en commun nos expériences en matière de développement et faire profiter d'autres pays des possibilités qui apparaissent. Et nous aimerions que d'autres pays montent à bord du train rapide de la Chine, un train vers le développement pour que tous les pays atteignent le développement durable. La Chine continuera de défendre l'ordre international. Nous resterons attachés à la voie du développement pacifique grâce à la coopération. La Chine était le premier pays à signer la Charte des Nations Unies. Nous continuerons de défendre l'ordre international et le système international en se fondant sur les principes figurant dans la Charte des Nations Unies. La Chine continuera d'être solidaire d'autres pays en développement. Nous appuyons fermement une plus grande représentation, davantage de voix au chapitre pour les pays en développement, en particulier les pays africains, et cela au sein du système international de gouvernance. Le vote de la Chine à l'ONU appartiendra toujours aux pays en développement. Je saisis cette occasion pour annoncer la décision de la Chine d'établir un fonds pour le développement Chine-ONU sur 10 ans, 1 milliard de dollars pour soutenir les activités de l'ONU en faveur de la paix et du développement. Pour promouvoir la coopération multilatérale et contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde, je voudrais également annoncer que la Chine
va rejoindre le programme de renforcement des capacités de l'ONU en matière de maintien de la paix, avec notamment des moyens en attente. La Chine a décidé de jouer un rôle de chef de file en mettant en place un corps de police permanent et une force en attente pour le maintien de la paix, avec 8000 membres. Je voudrais également annoncer que la Chine fournira au total 100 millions de dollars d'aide militaire à l'Union africaine au cours des 5 prochaines années pour appuyer la mise en place de la force africaine en attente et les capacités africaines d'intervention immédiate face à des crises. Monsieur le Président, chers collègues, alors que l'ONU commence une nouvelle décennie, unissons-nous encore plus pour forger un nouveau partenariat de coopération où l'on gagne sur tous les tableaux et mettre en place une communauté pour un avenir commun partagé par toute l'humanité, que la vision d'avenir d'un monde libéré de la guerre est caractérisée par une paix durable sans racines, que les aspirations en matière de développement, prospérité, équité et justice s'étendent dans le monde entier. Je vous remercie tous et toutes. On behalf of the General Assembly, I wish to Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République populaire de Chine pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je vais demander aux délégations de rester assises pendant que nous saluons le président.